Bonjour à tous. Bienvenue dans notre nouveau livre légal consacré ce matin aux contrats de construction et plus particulièrement aux clauses abusives sur lesquelles nous avons aussi vous allez. Maintenant, c'est la parole à toi, Bonfort, pour vous expliquer le fil rouge et les 4 questions qui seront examinées. Voilà, bonjour à tous. Pour commencer, je propose que nous partions d'un cas concret qui va nous servir de fil rouge lors de notre présentation. Nous avons donc Monsieur X, c'est un architecte très très connu en Belgique, avec qui tout le monde veut travailler. Il gère à la fois des grands projets de promotion immobilière avec des entreprises, mais aussi des plus petits projets pour des particuliers qui construisent ou rénovent leur maison. Du coup, dans la pratique, ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser 2 types de contrats. D'un côté, le contrat B2B, quand il travaille avec un promoteur ou une société, et de l'autre, un contrat B2C, quand il s'occupe d'un particulier ou donc d'un consommateur. À première vue, ces 2 contrats peuvent sembler très proches, très similaires. Après tout, c'est toujours une mission d'architecte, mais juridiquement, ils obéissent à des logiques très différentes. Dans le contrat B2B, on est vraiment dans une relation entre professionnels. On part donc du principe que les 2 parties sont averties, qu'elles ont la même capacité à négocier, à comprendre les clauses et à se protéger. En revanche, dans le contrat B2C, on est face à un consommateur. Là, la loi renforce sa protection et impose des règles plus strictes pour éviter les clauses abusives, c'est-à-dire ces dispositions qui créent un déséquilibre entre les 2 parties. L'objectif, assurer un équilibre contractuel. Donc, lors de cette présentation, on va passer sur 4 points principaux. Premièrement, comment rédiger son contrat B2C. Ensuite, comment rédiger son contrat B2B. Puis, on va répondre à la question, peut-on valablement limiter sa responsabilité? Et on terminera par comment et pourquoi aménager les modalités de paiement dans ces factures. Et par comment rédiger son contrat en B2C. On reprend notre monsieur l'architecte qui est consulté par monsieur et madame Y qui font appel à lui pour construire leur maison. C'est un beau projet personnel, première construction, ils sont super enthousiastes. Mais comme la plupart des particuliers, ils ne connaissent pas bien les aspects juridiques d'un contrat d'architecte. Donc ici, monsieur et madame Y sont bien des consommateurs au sens du Code de droit économique. Ils agissent pour leurs besoins privés, pas dans le cadre d'une activité professionnelle. À quoi monsieur l'architecte va-t-il être attentif? Il va être particulièrement attentif à la formulation des clauses, car certaines peuvent être considérées comme abusives. La base légale pour ceci, ce sera l'article 6.82, les articles 6.82 aux articles 6.87 du Code de droit économique. Donc le principe général ici, est abusive toute clause qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Qu'est-ce que c'est un consommateur? C'est une personne physique qui agit à des fins non professionnelles. On va ensuite distinguer 2 listes. La liste noire, qui seront les clauses toujours abusives, nulles de plein droit, et la liste grise, les clauses présumées abusives, mais qui pourraient être débattues. La sanction va être la clause est réputée non écrite, mais le reste du contrat reste totalement valable. Ici, ce sera de garantir un équilibre, de protéger le consommateur face à une personne un peu plus aguerrie, comme les professionnels. Donc, je propose qu'on passe à des cas plus concrets. Je vais vous présenter quelques exemples de clauses qui sont interdites, donc qui se trouvent sur la liste noire. Par exemple, la première ici, vous voyez, la signature du devis emporte engagement ferme et définitif sans possibilité d'annulation. Évolue. Pourquoi est-ce que ce sera considéré abusif ici? C'est parce que le consommateur est lié immédiatement à la signature du contrat. Donc là, clairement, ça
il y a la base légale juste en dessous de l'exemple. Le prix définitif sera calculé sur la base des tarifs au moment de la réception, compte tenu de l'évolution des matériaux et de la main-d'œuvre. Ici, pourquoi est-ce que c'est considéré comme abusif? Le prix n'est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat et l'entreprise se réserve une marge assez discrétionnaire, non encadrée. Troisième exemple, l'entrepreneur peut remplacer les matériaux prévus par d'autres de qualité équivalente selon la disponibilité du marché. Ici, le consommateur pourra recevoir un bien qui est finalement complètement différent de ce qui était prévu sans pouvoir le refuser. Donc ici, c'est une clause qui touche aux caractéristiques essentielles du produit et c'est complètement abusif. Autre exemple, les délais de livraison sont indicatifs et leur dépassement ne peut donner lieu à une indemnisation ni annulation. Ici, la clause autorise implicitement les retards imminents sans conséquence pour l'entreprise. De nouveau, elle neutralise un élément essentiel du contrat. L'entrepreneur ne sera pas responsable des défauts constatés après la réception provisoire. Ici, c'est une clause qui supprime la garantie légale de conformité et la responsabilité décennale, mais ça, Maître Depuis reviendra dessus un peu plus en détail parce que c'est un point très important. Alors, un point d'intention à avoir sur les clauses indemnitaires, c'est-à-dire des clauses qui prévoient une indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations. Par exemple, classique, le paiement d'une facture. Mais sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l'entreprise qui, elle, n'exécuterait pas ses obligations. Sur le sujet, il existe beaucoup de jurisprudence, notamment au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Et finalement, si on pouvait résumer cette jurisprudence en quelques points, on tire un quadruple test pour vérifier que la clause est valable ou non. D'abord, on va vérifier la transparence de la clause. Est-ce que la clause est claire, est compréhensible et rédigée dans un langage que tout le monde pourrait comprendre? Ensuite, est-ce que la clause respecte les montants légaux qui sont prévus par la loi? Troisièmement, est-ce qu'il y a une réciprocité des clauses? Donc, de nouveau, est-ce que s'il y a une sanction qui est prévue, est-ce que l'équivalent est prévu pour l'entreprise également? Et enfin, proportionnalité, est-ce que la clause crée un déséquilibre manifeste? Alors, c'est tout pour moi et je passe la parole à Maître Gilles. Merci Victoire. Donc bonjour à tous. Moi, je vous propose en fait de voir ensemble les règles en matière de clauses abusives pour les contrats B2B, donc entre entreprises. Alors pour reprendre notre fil rouge, nous avons donc Monsieur l'architecte qui est sollicité ici par un promoteur cette fois pour la construction d'un immeuble à appartement. Il faut donc que son contrat respecte le prescrit de la loi en matière de contrat entre entreprises. C'est une loi qui se retrouve aussi retranscrite dans le Code de droit économique et plus précisément aux articles 6.91 et suivants du même code. Alors la définition de la clause abusive en B2B, elle est similaire à celle qu'on retrouve en droit de la consommation, donc en B2C. Donc la clause est abusive lorsqu'à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Une clause est donc abusive lorsqu'elle entraîne un déséquilibre manifeste. Et par le terme manifeste, en fait, le législateur, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'aucune discussion ne devait être possible. Alors au niveau de l'interprétation des clauses, ce n'est pas ici comme en B2C où les contrats s'interprètent toujours en faveur du consommateur. Les travaux préparatoires ont montré que même si le législateur a quand même voulu protéger les PME, en cas de doute sur une clause, la clause ne va pas automatiquement s'interpréter contre la grosse entreprise et en faveur de la plus petite société qui serait considérée comme une partie faible. Ce sera toujours au cas par cas suite à l'appréciation du juge de fond. Il faut quand même garder à l'esprit l'article 1162 du Code civil qui prescrit que tout ce qui est obscur s'interprète contre celui qui a stipulé. Alors au niveau du champ d'application, pour que la loi s'applique, il faut un contrat.
et il faut des entreprises. Alors, vous avez la définition de l'entreprise à l'article 1.8, 39e du Code de droit économique, et c'est toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations. Donc, on est bien dans notre casus fil rouge en présence d'un contrat, ici un contrat d'architecture. On est bien en présence de deux entreprises, le promoteur et l'architecte, et donc ce sont toutes les clauses de ce contrat qui seront concernées par cette loi, pour autant qu'elles aient été rédigées de façon claire et compréhensible. Alors, seront exclus du champ d'application de la loi B2B les marchés publics et tous les contrats qui en découlent. Donc, on pense aux contrats de sous-traitance, la superficie, l'amphithéose. Sortent également du champ d'application des contrats, les contrats portant sur les services financiers, donc les banques et les assurances. Alors, la loi B2B, elle fixe donc le cadre des relations contractuelles entre entreprises, ce qui peut et ce qui ne peut pas se retrouver dans le contrat. Dans cette loi, le législateur fixe deux types d'interdictions, une interdiction dite générale et deux interdictions dites spéciales. L'interdiction générale, elle est définie à l'article 6.91/3 du Code de droit économique et globalement, c'est un peu une catégorie fourre-tout qui permet de soulever le caractère abusif d'une clause lorsqu'il y a un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. C'est la partie qui souhaite voir annuler la clause qui doit démontrer au juge que cette clause est abusive et alors là, le juge appréciera en fait la portée de cette clause et le sort à lui réserver. À côté de l'interdiction générale, on a l'interdiction spéciale qui sont reprises aux articles 6.91/4 et 6.91/5 du Code de droit économique et qui sont plus communément appelées liste noire et liste grise. Alors, la liste noire, elle reprend 4 types de clauses interdites en B2B. Je vous rappelle qu'il y a 33 clauses en B2C, donc on est dans un champ plus libre dans les relations entre entreprises que lorsqu'on a affaire à un particulier. La liste noire, elle frappe de nullité les clauses qui visent à, je vous les lis, prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à des conditions dont la réalisation dépend de sa seule volonté, conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat, en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise, et constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. Donc on voit bien ici que le législateur, il a entendu sanctionner les clauses qui dérogent au Code civil. L'idée était surtout de condamner l'unilatéralisme contractuel et l'absence de droit de recours à un juge. Alors, à côté de la liste noire, il existe la liste grise, dont le régime est moins sévère que les clauses reprises dans la liste noire. C'est moins sévère parce que l'entreprise qui se prévaut de la clause pourrait rapporter la preuve que cette clause n'est pas si abusive que ça, qu'elle ne crée pas finalement un déséquilibre manifeste. Alors là, on peut se servir des circonstances qui entourent le contrat, les usages, les caractéristiques de l'objet du contrat. Ça peut rentrer en considération pour rapporter la preuve contraire. La charge de la preuve, ici, elle repose sur celui qui veut se prévaloir de la clause. C'est donc différent de ce que je vous disais tout à l'heure avec l'interdiction générale, où là, la charge de la preuve, elle reposait sur la personne qui invoque le caractère abusif et l'annulation de la clause. Alors, c'est la grande différence avec la liste, avec le B2C et la liste noire, où il n'y avait pas de possibilité de se rattraper. Si ça rentre dans une des 4 catégories de la clause, c'est abusif et il n'y aura pas d'autre issue possible. Une autre possibilité avec la liste grise, c'est que les parties peuvent, en connaissance de cause et dès la conclusion du contrat, choisir l'application de cette clause. Mais voilà, ici, il faudra bien le documenter pour éviter tout souci par la suite. Et ce tempérament, il ne se retrouve pas dans la loi sur les clauses abusives dans les relations B2C. Alors la liste grise, elle est énoncée à l'article 6.91/5 du Code de droit économique. Et elle sanctionne les clauses qui visent à autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement et sans raison valable le prix, la caractéristique ou les conditions du contrat. Donc ce sont des clauses qui permettent une modification arbitraire, ce n'est pas autorisé. Alors, on ne peut pas non plus proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée,
sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation. Alors c'est parce que certaines parties voient parfois leur contrat prolongé sans avoir pris connaissance du fait que leur contrat était prolongeable tacitement. Alors là, un délai raisonnable de résiliation est donc justifié. Et par exemple, prévoir un délai de résiliation de 9 mois pour un contrat d'une durée d'une année, a priori, c'est beaucoup trop long. Alors, placer sans contrepartie le risque économique d'une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie du contrat, là, on peut donner l'exemple d'un promoteur qui voudrait faire reposer sur l'architecte le risque économique de l'obtention ou non d'un permis d'urbanisme en disant qu'aucun honoraire ne serait dû si le permis n'est pas obtenu du premier coup. Ce n'est pas autorisé non plus. Alors, quatrièmement, on ne peut pas non plus exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie en cas de non-exécution totale ou partielle et d'exécution défectueuse de l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles. Ça fera l'objet de la troisième question de cette présentation, donc je vais laisser mon collègue vous en parler juste après. Alors, cinquièmement, sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation. Donc ça, on ne peut pas avoir des contrats entre entreprises à durée indéterminée sans pouvoir en sortir facilement. Sixièmement, on ne peut pas libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave, sans du fait de toutes les inexécutions, engagements essentiels qui font l'objet du contrat. Pareil, ce sera dans la troisième question, je laisserai mon collègue vous en parler. Septièmement, limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser. Ça, c'est assez clair, c'est parce que ça conviendrait au principe de preuve libre en droit de l'entreprise. Et huitièmement, c'est la question de la clause pénale qui sera traitée au moment de la quatrième question abordée aujourd'hui. Alors si dans un contrat, on est en présence d'une clause de la liste noire ou de la liste grise, mais on n'est pas parvenu à démontrer qu'elle n'est pas si abusive que ça, alors la sanction sera la nullité de la clause et non du contrat entier. Il y a une petite exception si la clause abusive constitue le cœur du contrat. Si le contrat n'a plus de sens sans cette clause, alors oui, c'est tout le contrat qui sera nul. Si la clause est indivisible par rapport au reste du contrat, également, le contrat pourra être nul dans son entièreté. Mais on rencontre souvent, et c'est important de l'inclure dans son contrat, une clause de divisibilité qui prévoit que le contrat reste d'application si une clause est nulle. La nullité, elle sera relative, donc la partie préjudiciée pourra y renoncer une fois la contestation née. Petite exception, si la clause est à la fois une infraction pénale, alors il s'agira d'une nullité absolue. On sait que la jurisprudence européenne prescrit au juge national de soulever d'office le non-respect des dispositions protectrices du consommateur en matière de clauses abusives. Ici, la loi B2B, ce n'est pas une transposition d'une directive. On n'appliquera donc pas cette jurisprudence dans les relations B2B. La nullité doit donc être soulevée par les parties en justice. Dans mes recherches, j'ai pu lire plusieurs auteurs, et d'ailleurs je partage leur avis, dire que la nullité n'est pas toujours le remède le plus adéquat en matière de clauses abusives. Parfois, une réduction à une situation plus acceptable devrait être privilégiée, selon nous. Mais ça, vous pourrez le voir, prévoir contractuellement, et on verra notamment dans la quatrième question avec les clauses pénales. Sachant tout cela, je vous ai reproduit des exemples de clauses pénales qui ne peuvent pas se retrouver dans le contrat d'architecture entre notre architecte et le promoteur. Je ne pense pas que j'ai le temps de les lire et ça va être hyper ennuyant. Donc, je vous enverrai les slides de toute façon à la fin de la présentation. Donc, vous avez des exemples de clauses abusives de la liste noire ici et de la liste grise pour les deux slides suivantes. Et alors, je finirai par quelques conseils pour notre architecte dans la rédaction de son contrat en B2B. Donc, il faudra bien respecter la règle de transparence, rédiger des clauses claires, compréhensibles et lisibles, éviter les formulations vagues ou juridiquement complexes, s'assurer que l'entreprise a réellement eu accès aux conditions avant signature, éviter les clauses de la liste noire et être plus prudent avec la liste grise. Si vous vous rendez compte qu'il y a une clause qui rentre dans la catégorie des listes grises, alors il faut bien la documenter, dire que les parties sont conscientes qu'elles rentrent dans cette catégorie et qu'elles acceptent quand même de l'inscrire dans son contrat.
Vous pouvez également prévoir des mécanismes d'équilibre, une réduction ou une renégociation ou la médiation. J'en ai terminé. Je passe la parole à Denis pour la troisième question. Merci Marie. Bonjour à tous. Alors, voici la troisième question abordée aujourd'hui. Peut-on valablement limiter sa responsabilité? Alors, en reprenant le fil rouge, on serait donc dans le cadre des chantiers respectifs de Madame et Monsieur X et du chantier du promoteur Z. Ces trois personnes devront faire appel inévitablement à leur architecte. Alors, l'architecte pourrait vouloir limiter sa responsabilité à l'égard de ses co-contractants, mais également envers les autres intervenants du chantier. Alors, peut-on valablement limiter sa responsabilité ou même s'exonérer? La réponse, c'est oui. En effet, au regard du droit commun, les dispositions relatives à la responsabilité, qu'elles soient contractuelles ou extra-contractuelles, sont généralement supplétives. Il est donc possible d'aménager des clauses dans un contrat pour atteindre notre objectif, à savoir la limitation de la responsabilité. Ces clauses peuvent, par exemple, limiter les conséquences de la responsabilité ou aménager les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité. D'ailleurs, l'article 589 du nouveau Code civil confirme le principe en disposant que, sauf si la loi en dispose autrement, les parties peuvent convenir d'une clause exonérant le débiteur en tout ou en partie de sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. Alors oui, on peut valablement limiter sa responsabilité, mais dès une première lecture de cet article 5.89, on comprend que la réponse doit tout de même être nuancée, étant donné qu'il existe d'importantes restrictions et exceptions. Là. Alors, première exception. Dès les premiers mots de l'article, on comprend qu'il existe effectivement des exceptions, étant donné que l'article précise, sauf si la loi en dispose autrement. Alors, on peut, par exemple, prendre comme exemple de loi particulière la responsabilité décennale, dont je parlerai un peu plus tard. Alors, les exceptions peuvent effectivement découler directement de la loi dans ses dispositions particulières et, a fortiori, les lois d'ordre public ou impératives qui, par principe, interdisent les conventions contraires, ou alors des différents développements et constructions jurisprudentielles grâce au pouvoir d'appréciation du juge. Une deuxième exception se trouve également implicitement dans cet article 589 du Code civil qui se poursuit en indiquant que la clause peut exonérer le débiteur de sa faute lourde et de celle d'une personne dont il répond, mais qu'une telle exonération ne se présume pas. Alors, pour rappel, on parle de faute lourde lorsqu'il y a violation d'une obligation essentielle d'un contrat qui en bouleverse l'équilibre ou violation particulièrement grave d'une obligation du contrat. Alors, ça nous amène effectivement à une deuxième exception, la faute intentionnelle, soit le dol. Le débiteur d'une obligation ne peut s'exonérer de son dol, contrairement donc à la faute lourde. Alors, la clause qui prévoit expressément que le débiteur s'exonère de son dol est évidemment interdite, mais également la clause qui, exprimée en termes généraux, ne vise pas spécifiquement le dol, mais il ressort des faits que le débiteur s'est rendu coupable d'un dol. Alors, troisième exception se réfère plutôt à l'essence du contrat. En effet, les clauses qui vident le contrat de sa substance ou portent atteinte à une obligation essentielle du contrat sont également interdites. Le soin de savoir si la clause porte atteinte effectivement ou non à la substance du contrat ou à une de ses obligations essentielles relèvera de l'appréciation souveraine du juge et donc se fera forcément a posteriori. Une nouvelle exception se trouve donc dans le droit de la consommation. Donc, je m'en réfère directement à l'exposé de Victoire lorsqu'elle énonçait
les clauses abusives de la liste noire. Alors, tout ça est donc repris dans le Code de droit économique à l'article 6.83. Alors, moi, je vise particulièrement l'alinéa 13 et l'alinéa 15. Donc oui, effectivement, je vous ai expliqué qu'un débiteur pouvait s'exonérer de sa faute lourde, mais je vous signalais également que la première exception se référait directement aux lois particulières. Alors, en droit de la consommation, comme Victoire a pu vous l'expliquer, différentes clauses sont répertoriées donc dans cette liste noire et sont en tout état de cause abusives. Concernant l'exonération, oui, je parlais de 2 alinéas, mais plutôt 3. J'ai oublié de citer l'alinéa 13. Et donc, quand on reprend cet article, dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés et mandataires, ou sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat. Une deuxième clause qui serait interdite, ce serait de fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à l'entreprise des défauts dans le produit livré. Sur cette clause en particulier, je reviendrai un peu plus loin dans l'exposé. Et alors, une troisième clause qui serait interdite serait d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de l'entreprise ou d'une partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'entreprise d'une quelconque de ses obligations contractuelles. Cinquième exception serait à trouver dans les contrats B2B. Marie vous l'expliquait. Une liste répertorie à nouveau des clauses qui sont présumées abusives. Cette liste qui se trouve à l'article 91.5 du Code de droit économique reprend 2 clauses limitatives de responsabilité. Alors, en reprenant cet article, on lit que sont présumées abusives, sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles, et également la clause qui viserait à libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat. Alors, une fois encore, il est question de la faute lourde, mais le caractère abusif devra être analysé au cas par cas, au regard des circonstances qui entourent le contrat, les usages, les caractéristiques de l'objet du contrat, etc. etc. Alors, un petit point d'intention, tant en relation B2C qu'en relation B2B, donc, on parle de dol et de faute lourde, sauf en cas de force majeure, et des clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité peuvent se cacher dans des clauses de force majeure lorsque les conditions de la force majeure sont définies de manière large. Et donc, une définition de la force majeure vise des cas en particulier de manière plus ou moins large. Alors, pour chacune de ces exceptions, comme ça a pu vous être signalé précédemment, la sanction sera la même, les clauses seront réputées non écrites. Ce qui nous amène, maintenant qu'on a fait le tour des exceptions en termes généraux, à différents cas particuliers. Et le premier sera la responsabilité pour les vices cachés. Alors, la responsabilité pour les vices cachés, c'est donc une responsabilité contractuelle sur base de faute. Dans cette garantie, il est question de vices cachés qui n'entrent pas dans le champ d'application de la responsabilité décennale, et donc sont visés les vices cachés dits véniels, c'est-à-dire moindres. Dans le cadre d'une action en vice caché, il doit être tenu compte d'un double délai de prescription, un
ce serait le délai de prescription de 10 ans qui est propre aux actions personnelles et donc qu'on retrouve à l'article 2262 bis de l'ancien Code civil. Et un deuxième délai serait le délai utile. Ce délai impose au créancier d'une obligation d'introduire rapidement son action pour éviter de voir les éléments de preuve disparaître. Rapidement, c'est à mettre entre guillemets, évidemment, étant donné que le délai varie en fonction des circonstances propres à l'espèce. Donc la durée de ce délai n'est pas fixée légalement, mais la jurisprudence nous apprend que cette durée varie généralement donc entre 6 mois et 2 ans, en fonction donc des circonstances de l'espèce, comme je vous le signalais. Alors le point de départ du délai correspond à la découverte du vice. Au vu de ces deux délais, des clauses ont été imaginées, évidemment, pour limiter la responsabilité. Par exemple, on a des clauses sur le délai dans lequel la responsabilité pour vice caché véniel peut être engagée, c'est-à-dire que passé ce délai, la responsabilité du débiteur ne pourrait pas être retenue. Et une deuxième clause serait sur le délai utile. Par cette clause, on indiquerait que passé le délai utile, l'action ne pourrait être reçue devant un tribunal. Attention tout de même aux exceptions au regard du droit commun, et donc en particulier dans cette hypothèse de responsabilité pour vice caché, il faudrait faire attention à l'interdiction de porter atteinte à l'essence du contrat et au dol et à la faute lourde. Alors, une analyse d'une clause qui est répandue, je vous la lis. La responsabilité pour des vices cachés légers, donc véniels, qui ne sont pas couverts par les articles 1792 et 2270 du Code civil, est limitée conventionnellement à une période d'1 an, suivant la réception provisoire. Toute action de ce chef n'est recevable que si elle est intentée dans un délai de 6 mois, suivant le jour où le maître d'ouvrage a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du vice. Donc ici, c'est une clause qui reprend, qui vise les deux délais dont je vous parlais pour l'introduction et pour la limitation dans le temps. Alors cette clause, elle est parfaitement valable au regard du droit commun, mais elle est risquée tout de même dans un contrat conclu avec un consommateur au vu des protections majorées qui existent dans le droit de la consommation. Et un avis de la commission des clauses abusives rendu le 16 décembre 2009 faisait justement état des difficultés qui peuvent être rencontrées avec de telles clauses, et cette clause-ci en particulier, notamment dans les contrats entre un architecte et son client. Un deuxième cas particulier se trouve donc dans la responsabilité décennale. La responsabilité décennale, donc, qui est introduite par les articles 1792 et 2270 de l'ancien Code civil. La responsabilité décennale est également une responsabilité contractuelle à base de faute et vise les vices et malfaçons graves, non véniels, dont je vous parlais juste avant, et susceptibles de remettre en cause la solidité ou la stabilité de l'ouvrage. Le délai préfixe de 10 ans court à dater de la réception-agréation. S'agissant d'un délai préfixe, le non-exercice du droit fait disparaître le droit en question. Donc, il faut être bien vigilant à cet égard. Alors, les dispositions relatives à la responsabilité décennale sont des dispositions d'ordre public auxquelles on ne peut donc déroger. Certains aménagements sont-ils malgré tout possibles, étant donné qu'effectivement, il y a cet ordre public qui est là au-dessus de nous, et donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et c'est même très, très limité. Alors, qu'est-ce qui pourrait être possible comme aménagement? Alors, régulièrement dans les contrats d'architecte, on a des clauses qui excluent la responsabilité in solidum avec d'autres acteurs du chantier.
qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'une telle clause serait valable au regard de la responsabilité décennale? Alors, pour rappel, l'insolidum correspond à la situation où plusieurs débiteurs sont tenus à une même dette, chacun pour le tout, même si leurs obligations envers le créancier sont distinctes. Et donc, on pourrait avoir la situation où il y a un architecte, d'autre part, il y a un entrepreneur, et encore après, il y aurait un ingénieur en stabilité. Alors, en cas de condamnation insolidum, le créancier pourrait alors choisir à qui s'adresser pour obtenir la réparation intégrale et complète de son dommage. Donc, il pourrait soit se diriger directement vers l'architecte pour réclamer l'ensemble du dommage, soit vers l'entrepreneur, soit vers l'ingénieur en stabilité. Alors, évidemment, je ne vous fais pas de dessin, le créancier, il préférera choisir la personne la plus solvable qui est généralement, comment dire, l'architecte ou l'ingénieur qui sont assurés obligatoirement au vu de la responsabilité décennale. Alors, la Cour de cassation a eu l'occasion de répondre à cette question. Est-ce que la clause excluant l'insolidum dans le cadre de la responsabilité décennale est licite ou pas? Et la Cour de cassation a précisé qu'une telle clause était frappée de nullité au vu du caractère d'ordre public. Alors, l'arrêt en question est critiquable et critiqué de certaines parts. Si vous voulez qu'on en parle davantage, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Mais voilà, dans le cadre de la responsabilité décennale, on ne peut pas inclure une telle clause, mais une telle clause reste valable en ce qu'elle viserait des manquements qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale et donc qui visent des désordres avant réception ou des vices cachés véniels. Alors, une deuxième clause qu'on pourrait aborder serait la clause relative au point de départ de la responsabilité. Alors, comme je vous l'expliquais, le point de départ, c'est la réception-agréation. Et donc, si une réception provisoire si une réception provisoire et une réception définitive sont prévues, la responsabilité décennale commence en principe à compter de la réception définitive destinée à constater la bonne exécution des travaux. Alors, toutefois, les parties peuvent convenir ici que le point de départ ne serait pas la réception définitive, mais plutôt la réception provisoire. Et donc, pour le professionnel de la construction, évidemment, ça jouerait en sa faveur, étant donné que le délai prendrait court plus tôt. Et un dernier exemple de clause serait relative à la délégation des tâches spécialisées. Et alors, ici, effectivement, il est possible pour l'architecte de s'exonérer contractuellement de toute responsabilité découlant d'une délégation de certaines tâches spécialisées à un ingénieur ou à un bureau d'études. Ce qui nous amène du coup à ce petit tableau récapitulatif. En droit commun, est-ce que les causes limitatives ou exonératives de responsabilité sont licites? Oui, mais il faut bien faire attention donc aux 5 exceptions, les lois particulières, le DOL, l'essence du contrat, le droit de la consommation et dans certains cas, dans les relations B2B. Alors, concernant la responsabilité pour les vices cachés, les causes sont-elles licites? Oui, mais on pourrait donc aménager des clauses sur le délai dans lequel la responsabilité pour vice caché véniel peut être engagée ou sur le délai utile pour l'introduction de la demande. Et alors, enfin, la responsabilité décennale, est-ce que des clauses sont licites? Non, mais effectivement, quelques petits aménagements peuvent être envisagés. Voilà pour moi, j'en ai terminé et je passe donc la main à Alexandre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, c'est donc mon tour. Je reprends la main. Hop, et on y va. Donc, pour ma partie, il était question ici de déterminer comment et pourquoi aménager les modalités de paiement de ces factures. Dit de manière plus simple, on va clairement parler de modalités de paiement qui portent sur le recouvrement de factures impayées.
Alors, je reprends. Voilà. En reprenant mon fil rouge, on peut partir du principe que notre architecte X, très connu, souhaite inclure des clauses qui portent sur des modalités de paiement de ses factures, et il se pose ces questions à l'égard d'un particulier avec qui il va contracter ou avec un promoteur, une entreprise. Je vous le disais, un comment et un pourquoi. Eh bien, pour le comment, la meilleure manière de fonctionner, c'est d'utiliser des clauses qui sont non abusives, qui sont parfaitement licites, valables pour vous assurer d'avoir non seulement des leviers financiers efficaces pour le paiement rapide de vos factures, c'est-à-dire que certaines modalités de paiement sont des conditions sine qua non avant que vous ayez la possibilité d'utiliser ces leviers financiers, par exemple une clause indemnitaire. Et alors, eh bien, l'intérêt assez logique, l'argent étant le nerf de la guerre, le but est d'éviter les mauvais payeurs. Alors, pour aborder les règles qui touchent aux modalités de paiement, je vous le disais, il faut déjà déterminer quelles sont les règles applicables. Eh bien, la meilleure manière de procéder, c'est de se poser d'abord cette première question, qui est quel est votre interlocuteur? En effet, les modalités de paiement de vos factures diffèrent en fonction de cet interlocuteur. D'un côté, soit vous êtes dans une relation B2C avec un consommateur, et il faudra donc avoir égard au Code de droit économique et spécialement au livre 19 intitulé Dette du consommateur. Ce livre a été mis en place et est entré en vigueur le 4 mai 2023 et avait pour but de protéger le consommateur en situation de retard de paiement vis-à-vis d'une entreprise. Cependant, pour les entreprises et donc pour notre architecte, cette nouvelle loi implique, plutôt ce nouveau livre, ce livre 19, implique clairement de devoir prendre de nouvelles mesures lorsque votre entreprise, ou en tout cas l'architecte dans notre fil rouge, souhaite réclamer le paiement de ces factures impayées. Ça, c'est pour le B2C. Mais d'un autre côté, si vous êtes dans une relation B2B avec une entreprise, et ça pourrait être également avec un pouvoir public, on va s'intéresser à une loi autre que le Code de droit économique. C'est la loi qui concerne la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales du 2 août 2002. Commençons alors par nous attarder sur les relations B2C et sur le livre 19 du Code de droit économique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi, donc ce livre 19, s'applique à toute dette d'un consommateur vis-à-vis d'une entreprise, quelle que soit sa nature. Je vous parlais de factures impayées, mais ça peut être également des frais de transport, et la raison du non-paiement, la non-réception d'une facture, un manque de fonds, un oubli. Donc, voilà pour en tout cas les dettes qui sont concernées. Ces règles s'appliquent à tous les contrats à partir du 1er septembre 2023. Alors, on est bien plus tard qu'au temps de la réforme. D'ailleurs, a priori, si c'est dans un cadre de facture impayée en B2C, il faut avoir égard notamment à un délai de prescription qui est de 2 ans. Donc, on arrive au bout. Mais c'est surtout valable pour tous les contrats à partir du 1er décembre 2023. Donc, on a clairement passé ce point de départ. Et à toutes les dettes échues
et impayé à partir de cette date. Le cadre est posé, vous savez maintenant quelles sont les dettes concernées par le Code de droit économique pour réclamer, en tout cas pour visualiser les modalités de paiement relatifs à une relation B2C. Ainsi, si on reprend notre fil rouge, imaginons que notre architecte souhaite prévoir des clauses qui permettent, disons, en amont, de recouvrer une facture impayée en faisant payer, par exemple, directement au consommateur ses frais de rappel. Eh bien, pour cet exemple, cette modalité de paiement, elle n'est tout simplement pas autorisée. Elle n'est simplement pas valable. Et pourquoi? Parce qu'une première modalité de paiement prévue par le livre 19, c'est le fait que l'entreprise impayée doit envoyer au consommateur, en défaut de paiement, un rappel gratuit. Le premier rappel est d'office gratuit. Alors ça peut être par courrier postal, peu importe. Il doit fixer un délai de 14 jours au minimum dans lequel vous ne pouvez réclamer aucun frais, que ce soit des frais, des intérêts ou une majoration de la facture impayée. Et ce rappel doit faire figurer plusieurs mentions obligatoires. Mais ça, j'y reviendrai par la suite. Un point encore d'attention peut-être, c'est qu'en cas de livraison et de biens de services réguliers, notamment dans le cadre d'un abonnement, eh bien, ce ne sont pas le premier rappel uniquement qui est gratuit, mais ce sont les 3 rappels maximum par an qui seront gratuits. Ensuite, vous pouvez réclamer des frais de recouvrement à une hauteur maximale de 7,50 € combinés et majorés avec des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi de ce rappel. Donc, un premier rappel gratuit, obligatoire dans vos relations B2C. Je vous le disais, ce premier rappel gratuit doit contenir des mentions obligatoires, et notamment le nom et le numéro de votre entreprise, l'entreprise créancière, le montant restant dû en principal, la date d'exigibilité de la dette, à partir de quand vous deviez, à partir de quand la dette est exigible, pardon. La description précise du produit ou du service qui a donné naissance à la dette. Eh bien, par exemple, pour un architecte, disons qu'avec, par exemple, des maîtres d'ouvrage, il a prévu une mission complète et il a prévu différentes tranches de paiement. Il est arrivé au point où il doit introduire un dossier de demande de permis. C'est chose faite, eh bien, il décrit le fait que le permis a été déposé à la commune et que du coup, le montant de ses honoraires sont dus. Le délai dans lequel la dette doit être payée, je vous le disais, avec un minimum de 14 jours, et le montant de l'indemnité qui sera réclamé en cas de non-paiement dans ce délai. Donc ça fait référence à une indemnité forfaitaire qui serait prévue en cas de non-paiement de cette facture. À défaut de respecter cette formalité, vous ne pourrez en définitive utiliser un levier financier qu'est une clause indemnitaire. Par contre, si vous avez bien respecté cette formalité, vous pouvez donc passer à l'étape suivante qui est de dire est-ce que si j'ai défini une clause indemnitaire applicable en cas de non-exécution fautive et par exemple le non-paiement d'une obligation, le non-paiement d'une facture,
vous pouvez appliquer cette clause parce que vous avez en amont fait ce premier appel gratuit à l'attention de ce consommateur. Si ce n'a pas été fait, vous ne pouvez pas appliquer cette clause. La clause pénale, comme Victoire, vous en avez fait un petit mot au début, elle présente pas mal d'avantages, puisque le créancier ne doit ni prouver son dommage, ni le lien causal avec ce dommage, et qu'il s'agit d'une clause qui prévoit une indemnité forfaitaire en cas de non-paiement. Donc le simple fait d'avoir une facture qui est non payée, vous pourrez donc appliquer cette clause. Cependant, il vous faut vérifier également si cette clause n'est pas abusive et si elle est bien valide. Et pour vérifier si cette clause qui est maintenant applicable parce que vous avez introduit votre premier appel gratuit, il y a 2 dispositions auxquelles il faut avoir égard. La première, c'est l'article 19.4 du Code de droit économique, et la deuxième, ça concerne spécifiquement la liste noire des clauses abusives en relation B2C pour la clause pénale. Ainsi, le premier contrôle passe par l'article 19.4 qui définit des plafonds stricts pour vos clauses indemnitaires. Donc, vous le voyez, on a des montants qui doivent être respectés. Je vous laisserai lire les slides avec les différents montants. Donc, en cas de non-paiement total ou partiel de la dette, de votre facture impayée, à l'expiration du délai qui est prévu, aucun paiement autre que ceux mentionnés ici ne peut être réclamé au consommateur. Les montants qui sont donc ici placés et décrits visent à couvrir de manière forfaitaire, d'une part, les intérêts de retard de votre dette concernant votre facture impayée et tous les coûts de recouvrement amiable de cette dette. Alors, tiens, j'ai été un petit peu trop vite. Très bien. Très bien, avançons. Ensuite, même si votre clause indemnitaire ne dépasse pas les montants précités, elle peut encore être considérée comme abusive et partant nulle. Il faut donc avoir égard à l'article 83.24 qui établit que si cette clause dépasse manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise, eh bien, elle pourrait être déclarée nulle. Alors, je dois aller un petit peu plus vite. Donc, le Code de droit économique définit également des limites pour les intérêts de retard. Donc, on a parlé de la clause indemnitaire et de ces différents plafonds. Il y a aussi la question des indemnités de retard, des intérêts de retard, pardon, dans les relations avec les consommateurs. Donc, de principe, le taux d'intérêt de retard, les intérêts de retard peuvent être prévus contractuellement. Cependant, il existe un taux maximal qui doit être respecté. Et là, on renvoie pour les relations B2C au taux maximal défini par la loi du 2 août 2022. En ce moment, il est de 10,5% et il est défini de manière semestrielle. Tac, tac, j'avance.
les différents taux sont exigibles soit à partir, à dater du jour calendrier qui suit celui où le rappel a été envoyé au consommateur. Donc, vous envoyez un rappel au consommateur, vous lui donnez minimum 14 jours pour payer. Eh bien, le lendemain de ce 14e jour, donc vous êtes au 15e jour au minimum, vous pouvez exiger des intérêts de retard et pas avant. Pour les grandes entreprises, après un délai de 14 jours calendrier, il y a effectivement aussi une distinction à faire entre le 3e jour ouvrable qui suit celui où le rappel papier, si vous avez envoyé un rappel papier au consommateur, et le deuxième point, le deuxième jour est le jour au calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur lorsque le rappel est envoyé par voie électronique. Je ne ferai pas de rappel sur ce qu'est une PME. Ensuite, nous avons vu donc les relations B2C. Pour le B2B, eh bien, on passe plutôt à la loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement et sur le retard de paiement dans les transactions commerciales. Donc, pour cette loi, nous avons les définitions ici qui expliquent ce qu'est une transaction commerciale et ce qu'est une entreprise. On ne va pas revenir dessus. Petite mention supplémentaire est le fait que cette loi s'applique également dans les rapports entre entreprises et pouvoir public. Ce n'est pas visible ici, mais soit. Donc, pour déterminer quelles sont les modalités de paiement auxquelles il faut faire attention dans une relation B2B, on fait attention à cette loi en particulier. Un premier point d'attention dans cette loi, c'est notamment les délais de paiement. Donc, normalement, les délais de paiement sont définis avec un délai initial de 30 jours. Cependant, ce délai est supplétif, donc vous avez la possibilité entre entreprises de définir un autre délai pour le paiement de vos factures. Avec une petite nuance, ce délai ne peut pas dépasser 60 jours. Il existe encore des exceptions qui sont prévues par arrêté royal, mais je ne m'y attarde pas. Donc, c'est 60 jours maximum. Et donc, si vous dépassez ce délai, la clause qui définit, par exemple, un délai maximum de plus de 60 jours sera nulle et on revient à un délai de minimum 30 jours. Un deuxième point d'attention est pour les intérêts de retard. Eh bien, on a également une différence avec les relations B2C, notamment relatif à l'exigibilité. L'exigibilité des intérêts de retard dans les relations B2B, elle peut se faire de plein droit et sans mise en demeure, donc c'est donc automatique. Vous ne devez pas attendre le fameux délai des 14 jours après le premier appel gratuit. Ça, c'est un exemple. Pour ce qui est du taux, le taux peut être fixé de manière contractuelle. De nouveau, c'est repris à l'article 5 de la loi, mais il y a aussi un taux légal maximum, je le disais avant, de 10,5%. Ce taux, s'il est supérieur, il pourra être soit réduit, on parlait de réduction, si ce taux est manifestement excessif, il n'est pas abusif, je fais bien la distinction entre les deux, si le taux est excessif, il peut être réduit, si un taux est à ce point manifeste un déséquilibre à ce point important entre les droits et obligations entre les deux entreprises, il sera considéré, en tout cas, présumé abusif. Et donc, s'il est prouvé qu'il est abusif, il sera déclaré non nul et pas réduit. Il ne sera pas réduit. Un dernier point d'attention, la loi sur les retards de paiement définit également un montant indemnitaire auquel vous avez droit si des intérêts de retard sont dus lorsque vous constatez que votre dette n'est pas payée, votre facture n'est pas payée à son échéance. Je pense qu'on en est à peu près. Et c'est tout. Donc j'en ai fini. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions qui étaient dans le chat. Il y avait une dernière question justement sur les
les indemnités dans les contrats de public, mais je pense que Alexandre vient de répondre dans la deuxième partie de son intervention. Et il y avait quelqu'un qui avait levé la main, je ne sais pas si c'était une fausse manœuvre, ou s'il y a vraiment une question à poser, mais sinon, vous pouvez activer le micro. Je vous remercie d'avoir euh, assisté à ce petit déjeuner interlégal. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Nous restons en ligne pour les éventuelles questions. N'hésitez pas si vous devez rejoindre une autre réunion ou poursuivre votre journée. Vous voyez à l'écran les prochaines formations. Donc, vous pouvez cliquer pour vous y inscrire tout de suite. Il y a une formation très intéressante sur l'accès à la profession, savoir comment la trouver. Il y a une question dans beaucoup de litiges. Euh, la prévention des dommages en construction avec les modifications apportées par le livre 6, ce sera un autre sujet. Et il n'est pas avec la Je pense que le micro n'est pas allumé, donc nous n'aurons plus de questions ce matin. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.